L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche. Dans la discussion générale, la parole est à Monsieur Gérard César, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous voici arrivés au terme d'un processus législatif. Interrompre, mon cher collègue, je crois qu'il y a une demande de rappel au règlement formulée par Monsieur Masson. Je vous en prie. Excusez-moi, mais c'est la règle. C'est la règle. J'avais prévenu tout à l'heure les services, Madame la Présidente. Oui, la semaine dernière, en mon absence, notre collègue Gérard Longuet a tenu des propos extrêmement désobligeants à mon égard. Et je n'étais pas là, je ne savais pas, mais ensuite, plusieurs sénateurs appartenant à des groupes politiques différents ont attiré mon attention sur ces propos. Alors, je les lis, ils sont pour que vous constatiez que, disons, on atteint la limite. Donc, M. Longuet a dit « M. Masson est un collègue éphémère, un sénateur intermittent du spectacle, dont on se passe d'ailleurs très bien. » Alors, je voudrais dire que d'abord, je n'avais absolument pas parlé de M. Longuet. C'est une façon d'agir qui est, à mon sens, intolérable. Et M. Longuet ferait mieux d'être plus prudent, parce que quand on s'appelle Longuet, on ferait bien de mesurer ses paroles. Alors, je tiens à dire que si ça se reproduit comme ça, je suis prêt à dire ce que je pense dans cet hémicycle de M. Longuet. Il n'a vraiment pas, quand on s'appelle Longuet, on n'a vraiment pas de leçon à donner à personne. Oui, mon cher collègue, là, il ne s'agit pas d'un rappel au règlement, mais d'un règlement personnel. Et d'ailleurs, je remarque à l'article 36 du règlement que la parole aurait pu vous être accordée, mais seulement en fin de séance par un sénateur qui lui demande pour un fait personnel. Alors, vous voyez, on vous a donné la parole maintenant. Soyez satisfait que nous avons pris acte de votre déclaration. Excusez-moi, monsieur le sénateur, chers collègues, de vous obliger à reprendre le fil de votre discussion. Je le fais bien volontiers, Madame la Présidente. Donc, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous voici arrivés au terme d'un processus législatif commencé avec le dépôt du projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche le 13 janvier dernier. Si la discussion a été rondement menée, elle n'a pas été bâclée pour autant. Plus d'une centaine d'auditions, plus de 50 heures de débats en séance publique, le Sénat, saisi en premier sur ce texte, a pu apporter sa pierre à la construction de l'édifice. Je vous remercie, mon cher collègue. Nos discussions sont intervenues à un moment particulier de notre histoire agricole. Après une période plutôt favorable en 2007 et début 2008, nous avons connu depuis la mi-2008 une crise d'une ampleur exceptionnelle. Après 20% de baisse en 2008, le revenu des agriculteurs a chuté de 30% en 2009. Le secteur laitier est emblématique à cet égard et symbolise bien le bouleversement des repères du monde agricole. Face à cette situation, que fallait-il faire? Entre la stratégie du dos rond et celle de l'action, vous avez choisi, Monsieur le ministre de l'Agriculture, la deuxième solution. Les perspectives de réforme de la PAC après 2013 imposaient de ne pas rester les bras croisés. Je constate, au demeurant, que le texte de la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche, qui vise à apporter des solutions à moyen terme, anticipe sur les propositions européennes. Ainsi, le groupe de haut niveau sur le lait, GHN, qui a rendu son rapport le 15 juin, préconise la mise en place de contrats écrits portant sur les prix, les volumes et les délais de livraison entre producteurs de lait et transformateurs, afin de donner de la visibilité et de la lisibilité aux acteurs après la fin des quotas laitiers en 2015. Cette recommandation, nous la mettons déjà en œuvre avec l'article 3 de la loi. Mais avant de parler du fond du texte qui nous est soumis aujourd'hui, je voudrais vous remercier, Monsieur le Ministre. Je crois pouvoir le faire au nom de tous dans cet hémicycle, pour votre grande disponibilité, votre grande écoute, votre souci constant d'apporter des réponses constructives et concrètes à nos interrogations. Merci, Monsieur le Ministre. Votre ouverture d'esprit et votre grande compétence ont contribué à la qualité de nos débats.
Je souligne également la très bonne tenue de nos discussions, tant en commission sous la direction de notre président Jean-Paul Émorine qu'en séance publique. Car derrière nos divergences de philosophie, comme le soulignait Mme Herviot, lors de la commission mixte paritaire, nous avons su nous écouter et surtout échanger nos arguments. Enfin, je salue le travail de nos collègues députés et du rapporteur, Michel Raison, ainsi que du rapporteur pour avis, Christian Patria, et Charles Revet aura l'occasion d'évoquer également le travail de Louis Guédon, rapporteur sur le volet pêche et aquaculture. L'Assemblée nationale n'a pas, en effet, remis en cause les principaux apports du Sénat sur ce texte. Elle n'a pas bouleversé les grands équilibres que nous avions su trouver sur l'assurance en particulier, sur la contractualisation, sur les interprofessions ou encore sur l'étiquetage d'origine. Ce respect mutuel entre les deux assemblées a permis assez facilement de se mettre d'accord sur un texte en CMP. Depuis son dépôt, le texte est passé de 24 articles à 66, après lecture au Sénat, et 96 articles maintenant au sortir de la commission mixte paritaire. Le Parlement n'a donc pas été une chambre d'enregistrement, bien au contraire. La commission mixte paritaire a adopté plus d'une centaine d'amendements. Beaucoup sont rédactionnels ou portés sur des mesures de coordination et de précision, mais quelques-uns sont plus substantiels. Sur le titre premier, l'Assemblée nationale a confirmé l'orientation de la politique de l'alimentation vers les cycles courts et le développement de l'information sur l'origine des produits. La CMP a confirmé les ajouts de l'Assemblée nationale, définition d'un statut législatif pour le programme national de nutrition et santé, mise en place d'une base juridique nouvelle pour le système de cotation pour les vins. La CMP a également précisé certaines dispositions introduites à l'Assemblée, comme l'encadrement à l'article 1er ter A des possibilités d'alléguer un produit et à la truffe ou truffé, ou encore la sanction à l'article 1er ter B des détournements de notoriété des produits bénéficiant d'une appellation d'origine, ou encore l'extension à l'outre-mer de la mention valorisante produit de pays. Sur le titre 2, véritable cœur du texte, la version sortie de l'Assemblée est largement la même que celle votée au Sénat. À l'article 3, sur la contractualisation, le principe de priorité de l'accord interprofessionnel pour définir un contrat type a été maintenu. À l'article 4, les obstacles émis par le Sénat à la pratique des prix après vente sont restés dans le texte, l'Assemblée ayant simplement précisé les conditions dans lesquelles peuvent se dérouler des ventes à la Commission effectuées par un mandataire. À l'article 5, l'interdiction totale des remises, rabais et ristournes 3R dans le secteur des fruits et légumes frais que nous avions adopté a été confirmée. Les députés ont demandé un rapport annuel sur les accords de modération de marge institués à l'article 5 bis. Le texte de la CMP conforte les apports du Sénat concernant l'Observatoire des prix et des marges. Celui-ci aura un président et les opérateurs qui refusent de répondre aux enquêtes statistiques pourront être sanctionnés non seulement par une amende, mais également en dévoilant leur identité au grand public. Sur les interprofessions, de longues discussions ont été menées, mais la majorité, tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, considère qu'il leur appartient, à leur qualité d'organisme de droit privé, de déterminer librement leur organisation interne qui devra bien sûr nécessairement évoluer. Sur les regroupements de producteurs, le texte proposé encourage la constitution d'associations d'organisation de producteurs à l'article 8, les regroupements étant indispensables pour faire changer les rapports de force. Le dispositif d'assurance prévu à l'article 9 a été préservé. La commission mixte paritaire est également revenue à la rédaction du Sénat concernant les engagements du gouvernement en matière de réassurance publique à l'article 10. Nous tenons particulièrement à ces avancées sur la question de l'assurance, auxquelles nous avons beaucoup travaillé, en particulier avec notre collègue Daniel Soulage et surtout avec le président Jean-Paul Émorine. Notons aussi, pour le secteur viticole, que l'Assemblée a adopté un article donnant une base juridique à la distillation de crise obligatoire et que la CMP a rétabli un article du Sénat permettant une dénomination de vente unifiée des vins sous appellation d'origine contrôlée, AOC. Enfin, la commission mixte a adopté la rédaction de compromis de l'Assemblée nationale concernant les installations classées dans le secteur de l'élevage, les regroupements d'élevage restant soumis au régime des ICPE, installations classées pour la protection de l'environnement, mais dans un cadre qui n'empêchera plus ces regroupements, alors que de fait, la situation est actuellement gelée. Par ailleurs, l'examen des demandes d'autorisation et les délais de recours ont été raccourcis pour mettre fin à cette situation de blocage.
L'Assemblée nationale a regroupé les dispositions fiscales adoptées au Sénat dans un titre 2 bis A intitulé « Améliorer la compétitivité des exploitations agricoles ». C'est bien là notre préoccupation lorsque nous avons voté ces articles. Et sur ce titre, la commission mixte paritaire a confirmé la suppression de l'article 11 bis adopté au Sénat qui visait à permettre aux viticulteurs de remettre en cause le forfait agricole lorsque celui-ci ne correspondait pas à la catégorie pour laquelle le vin est effectivement vendu. La CMP a supprimé la déliaison partielle entre la DPA, déduction pour aléas, et l'assurance, introduite par Michel Raison, considérant qu'il s'agissait d'une orientation contradictoire avec celle du titre 2. La commission mixte paritaire a confirmé la possibilité de constituer un GAEC entre époux, ainsi que les autres apports du Sénat et de l'Assemblée nationale, notamment en matière de lissage des revenus. Sur l'installation, la CMP a confirmé dans ses grandes lignes le texte issu du Sénat. Elle a fait du même concernant la taxe sur les plus-values à l'occasion de l'urbanisation des terrains agricoles, l'article 13, qui a été affecté à l'installation. En matière de foncier, l'Assemblée nationale avait souhaité étendre la compétence de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles en prévoyant qu'elle donne un avis sur l'élaboration et la révision des SCOT si ceux-ci ont pour conséquence une réduction des espaces agricoles. La commission mixte paritaire a entériné cette extension. Monsieur le ministre, la question de la forêt a été plus conflictuelle. Les députés qui l'avaient pourtant voté en séance se sont opposés en CMP à l'utilisation du compte épargne d'assurance pour la forêt pour des travaux d'investissement. Apport majeur du Sénat à la loi de modernisation de l'agriculture et de la forêt et de la pêche, le compte d'épargne d'assurance forestière restera donc limité à des travaux liés aux sinistres forestiers, ce qui n'est pas rien. Le dispositif comporte également, ne l'oublions pas, une aide au paiement de la prime d'assurance. Le texte de la commission mixte paritaire prévoit par ailleurs une orientation prioritaire des crédits issus des centimes forestiers en faveur des actions des chambres d'agriculture concernant la forêt. La CMP s'est également accordée sur le droit de préférence des voisins en cas de cession de parcelles forestières. Enfin, la commission mixte a confirmé les dispositions du titre 3 bis regroupant différentes mesures de simplification du droit pour les agriculteurs et celles du titre 5 relatives à l'agriculture et la pêche ultramarine. Au titre de simplification, la commission mixte paritaire a entériné la décision de confier aux chambres d'agriculture les missions d'information sur l'installation. En conclusion, Monsieur le ministre et chers collègues, Madame la Présidente, je crois que malgré des délais très courts, le Sénat comme l'Assemblée nationale ont su faire évoluer le texte de la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche dans un sens très positif. Ce texte nous fournit les outils pour nous projeter dans l'avenir, mais aussi et surtout pour préparer notre agriculture aux enjeux de l'après-2013. Je vous propose donc d'adopter les conclusions de la commission mixte paritaire. Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Charles Revert, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, les réformes qui font peu de bruit sont souvent les meilleures et les plus profondes. Le volet pêche et aquaculture n'était peut-être pas le plus visible de la LMAP, mais il est loin d'être insignifiant. Il crée les outils propices au développement tant attendu de l'aquaculture marine, modernise la gestion des quotas à travers les organisations de producteurs et recentre les comités des pêches dans le cadre d'un réseau plus resserré qui correspond mieux à la réalité de la pêche d'aujourd'hui. Je me joins à Gérard César pour vous féliciter, Monsieur le Ministre, pour votre disponibilité et saluer votre grande compétence. Je salue également l'engagement de notre président de la Commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Naturellement, je remercie le rapporteur de l'Assemblée nationale, Louis Guédon, pour le travail effectué sur ce volet pêche et aquaculture, qui a eu le mérite de préciser certaines dispositions que nous avions introduites. Sur le volet pêche et aquaculture,
La commission mixte paritaire a permis assez facilement de rapprocher les points de vue des deux assemblées, car nos approches convergeaient. Nous sommes tous d'accord, en effet, pour renforcer les liens entre pêcheurs et scientifiques. Le texte initial de l'article 18 le faisait à travers le comité de liaison scientifique et technique des pêches maritimes et d'aquaculture. Sa composition a été élargie au Sénat. L'Assemblée nationale a conservé ces dispositions, mais a souhaité donner un statut législatif au Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutiques, aquacoles et halio-alimentaires, en intégrant en son sein des parlementaires. La CMP a prévu la présence de parlementaires au sein du seul comité de liaison, afin de ne pas multiplier les organismes extraparlementaires. La commission mixte paritaire a par ailleurs conservé l'idée du Sénat d'encourager l'analyse conjointe de l'état de la ressource par les pêcheurs et les scientifiques à travers des expéditions sur les mêmes navires et en même temps. Le Sénat avait créé des conférences régionales sur l'utilisation de la mer et le littoral. La commission mixte paritaire a adopté la rédaction de l'Assemblée nationale qui a prévu que la concertation s'effectuerait à l'échelle de la façade maritime, échelle retenue au demeurant pour les schémas de façade par le Grenelle de l'environnement. Concernant l'aquaculture, les principales avancées du texte du Sénat, consistant notamment à mettre sur le même plan le schéma régional de développement de l'aquaculture et les autres schémas, ont été préservés. L'objectif commun est bien de permettre enfin à cette activité de décoller pour améliorer notre autosuffisance en matière de produits de la mer, alors que plus de 80%, il faut avoir ce pourcentage à l'esprit, de nos besoins sont actuellement couverts par des importations. Sur la répartition des quotas et le pouvoir du comité des pêches en matière de gestion de la ressource, le Sénat avait établi les compétences des comités des pêches pour organiser l'accès à la coquille Saint-Jacques. Le Sénat avait aussi maintenu le régime des délibérations approuvées du Comité national des pêches. Ces dispositions n'ont pas été modifiées par l'Assemblée nationale. Concernant l'organisation professionnelle des pêches maritimes et de l'aquaculture, la suppression des comités locaux a été confirmée, mais des antennes locales pourront subsister comme échelon déconcentré des comités départementaux ou des comités régionaux. Nous sommes en effet attachés à un lien de proximité dans chaque port entre les pêcheurs et l'organisation qui les représente. Cependant, il n'est pas raisonnable financièrement ni pertinent techniquement de conserver partout un comité local lourd avec élection de ses membres et prélèvement d'une contribution professionnelle obligatoire. La profession n'a pas les moyens d'entretenir un réseau aussi dense et l'échelon de proximité doit se consacrer aux missions de proximité. Ce ne peut être à l'échelon du port que l'on réfléchit de la stratégie en matière de gestion de la ressource. Toujours à l'article 21, l'Assemblée nationale a précisé utilement le statut des membres des comités des pêches. Je salue enfin les articles ajoutés par l'Assemblée nationale sur lesquels la commission mixte paritaire n'est pas revenue sur le fond. L'article 18 bis qui prévoit d'étudier un plan de lutte contre les pollutions marines engendrées par le chlordécone. L'article 19 bis qui précise les conditions de première vente des produits de la mer. L'article 23 bis A qui précise la répartition des ressources du produit de la taxe sur les éoliennes en mer. Le volet pêche et aquaculture est donc beaucoup plus consistant que certains ont pu le penser en premier lieu. Bien entendu, il n'épuise pas le sujet. La future réforme de la politique commune de la pêche au niveau européen aura une importance capitale pour l'avenir de ce secteur. Nous avons d'ailleurs adopté une résolution dans ce sens au niveau de notre commission. Notre pays a une longue tradition de pêche et de culture marine, ostréicole et mythilicole. Il est nécessaire de préserver notre outil de pêche
et même de le développer là où c'est possible. Je pense, en l'occurrence, aux espaces maritimes ultramarins qui restent largement sous-exploités. Enfin, je me réjouis que nous donnions aussi une impulsion significative à notre aquaculture, car la filière des produits de la mer a besoin que toutes ces branches se structurent afin que l'ensemble de la filière soit forte. Une attention particulière devra aussi et cependant être également portée à l'avenir de l'aquaculture d'eau douce. Je vous propose donc d'adopter les conclusions de la commission mixte paritaire. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche. Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission de l'économie, Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je suis très heureux, comme Charles Revet vient de l'indiquer lui-même, de pouvoir clore ces débats sur la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche. Et je voudrais commencer ma propos en vous remerciant de la qualité des échanges que nous avons eus, aussi bien en commission de l'économie qu'en séance publique. Ce débat correspond parfaitement à l'idée que je me fais d'une démocratie constructive. Ce texte de modernisation de l'agriculture et de la pêche, c'est votre production également. C'est le fruit des échanges que nous avons eus au service de la modernisation de l'agriculture et de la pêche française. Je voudrais remercier tout particulièrement les rapporteurs, Charles Revet pour la pêche, Gérard César pour tous les volets agricoles, pour le travail de concertation préalable qu'ils ont fait, le travail d'échange, d'audition. Je sais que ce sont des centaines d'heures de travail qui ont été passées à écouter les professionnels, les responsables agricoles, les représentants syndicaux, pour essayer de comprendre ce qui était attendu par l'agriculture et par la pêche française. Et grâce à eux, en tout cas je l'espère, nous avons répondu à ces attentes. Je voudrais remercier aussi tout particulièrement le président de la commission de l'économie, Jean-Paul Émorine, qui a veillé à ce que ce texte arrive à bon port dans les meilleures conditions possibles. Il l'a fait à la fois avec toute la compétence et toute l'autorité que chacun lui reconnaît. Ce texte marque, à mon sens, un tournant majeur dans l'agriculture et dans la pêche française. Il doit permettre, au sortir de la crise terrible qu'ont connue les agriculteurs et les pêcheurs en 2009, de redonner un élan à ce qui reste la première agriculture en Europe. Ce texte fixe pour la première fois une direction politique à l'agriculture et à la pêche française. Cette direction, c'est celle de la sécurité alimentaire de tous les Français. L'alimentation revient au cœur des objectifs politiques de notre agriculture et de notre pêche. Je pense qu'il était temps de l'écrire et de prendre les dispositions nécessaires pour le faire. C'est ce que vous avez fait dans cette loi. Ce texte marque un tournant majeur parce qu'il met fin à un certain nombre d'exceptions françaises qui étaient autant de faiblesses de notre modèle pour renforcer ce qui fait les véritables valeurs de notre modèle de développement agricole et de la pêche. Jusqu'à présent, les contrats étaient l'exception dans les filières agricoles françaises. Et ils laissaient par conséquent les agriculteurs et les pêcheurs seuls face aux variations de prix et à la volatilité croissante des prix dans l'agriculture et de la pêche. Désormais, avec la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche, les contrats seront la règle, les contrats seront obligatoires pour les industriels vis-à-vis de leurs producteurs, ils permettront de sécuriser le prix, la durée, le volume de la production agricole en France. Ils permettront donc d'atteindre ce que nous souhaitons tous, un revenu stable et un revenu décent pour tous les agriculteurs en France. Les outils dont disposait l'agriculture française contre des risques croissants, risques sanitaires, risques environnementaux, risques économiques, étaient tous lacunaires et la plupart des filières agricoles ne pouvaient pas disposer de moyens pour se prémunir contre le risque. Désormais, grâce à la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche, nous avons opéré une refonte
totale des outils de protection des agriculteurs et des pêcheurs face aux risques. Désormais, nous avons prévu que pour chaque risque, qu'il soit sanitaire, qu'il soit environnemental, qu'il soit économique, les agriculteurs en France disposeront enfin des réponses dont ils ont besoin, des garanties qui sont nécessaires, des protections qui leur permettront de parer aux risques. La création du Fonds national de garantie contre les risques agricoles, qui couvre pour la première fois les dispositifs assurantiels, les fonds de prévention, les dispositifs de soutien de l'État contre les calamités agricoles, permettent de répondre à tous les risques auxquels les agriculteurs sont confrontés. Je sais que le président Jean-Paul Émorine y était particulièrement attaché et je tiens à le remercier car je crois que c'est un pas important qui a été fait pour la sécurisation du revenu des agriculteurs. Je veux dire un mot en réponse à Gérard César sur la question de l'épargne forêt. Je sais que la volonté des sénateurs, dans leur grande générosité, était d'ouvrir ce compte épargne forêt à l'investissement en forêt. Le gouvernement, dans sa grande rigueur, a préféré s'en tenir à un compte qui ne touche que l'épargne. Je crois que l'essentiel, et nous pourrons tous en convenir ici, c'est qu'aucune filière agricole, y compris la forêt, ne sera laissée sans dispositif assurantiel pertinent pour faire face aux risques. Voyons ce qu'il y a de positif là-dedans, et je sais que c'est exactement ce qu'a fait Gérard César en CMP, et voyons que pour la première fois de l'histoire agricole française, il n'y aura plus une seule filière sans dispositif de protection face aux risques. Nous avions un défaut de transparence sur les circuits commerciaux. Nous avons, à votre initiative, considérablement renforcé l'Observatoire des prix et des marges. Et nous mettrons, j'en prends l'engagement, à la tête de l'Observatoire des prix et des marges, une personnalité qui aura toute la compétence et toute l'autorité nécessaires pour mettre fin à un certain nombre d'abus. Nous ne pouvons pas continuer à accepter qu'un producteur produise 1 kilo de fruits ou de légumes à 60 centimes d'euros de coût de revient, qu'il le retrouve ensuite vendu à perte à 40 centimes d'euros et qu'il le retrouve enfin dans le circuit de commercialisation, grande distribution ou ailleurs, à 1,60 €, 1,70 €, voire 2 €, sans que cela lui permette de couvrir son propre coût de production. Ce n'est pas possible. Nous avions un éclatement de la profession agricole, avec des interprofessions qui manquaient d'autorité et des organisations professionnelles qui étaient divisées. Vous avez prévu, dans ce texte de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche, un renforcement des organisations de producteurs, un renforcement des interprofessions. Là, plus qu'ailleurs, dans le domaine agricole, plus qu'ailleurs, l'union fait la force. Cette union, c'est vous qui l'avez mise en place à travers les dispositifs de cette loi de modernisation de l'agriculture. Et c'est vrai en particulier pour la pêche, cher Charles Revet, puisque cette loi préfigure la mise en place d'une véritable interprofession de la pêche. Pour la première fois en France, nous aurons, je l'espère d'ici la fin de l'année 2010, une interprofession de la pêche qui permettra de défendre au mieux les intérêts des pêcheurs en France. Vous le voyez, toute l'orientation de cette loi, c'est de permettre à nos agriculteurs, à nos pêcheurs, de mieux défendre leurs intérêts, de mieux défendre la qualité de leur production, de mieux défendre tout simplement leur travail face à une concurrence accrue en Europe et ailleurs. Cette loi renforce la compétitivité de l'agriculture française et elle lui permet de préserver le modèle auquel nous sommes tous attachés de présence sur l'ensemble du territoire des agriculteurs et des pêcheurs. Ce texte répond également à des préoccupations très concrètes. Et ces préoccupations concrètes auxquelles vous avez su répondre, c'est vous, mesdames et messieurs les sénateurs, qui avez mis le doigt dessus et qui avez su y apporter les réponses pertinentes. Je pense à des dispositions qui ont peut-être échappé au grand public, mais certainement pas aux professionnels agricoles qui les attendaient depuis longtemps. Je pense à la création du GAEC entre époux, qui est une manière de reconnaître très concrètement la valeur du travail des conjoints. Je pense à la suppression des remises rabais-ristournes, qui est votre initiative. Le gouvernement souhaitait aller moins loin, c'est vous qui avez proposé, c'est vous qui avez demandé la suppression totale des remises rabais-ristournes pour mieux équilibrer les relations commerciales. Je pense à l'affectation de la taxe sur la spéculation sur les terres agricoles que nous avons attribuée à l'installation des jeunes agriculteurs. Si vous, mesdames et messieurs les sénateurs, vous n'aviez pas demandé, poussé l'affectation de cette taxe
pour les jeunes agriculteurs, ce ne seraient pas eux qui en auraient bénéficié, c'est votre résultat. Les jeunes agriculteurs vous doivent beaucoup. Je pense également à la réassurance publique. Voilà des décennies que les gouvernements essayent successivement de mettre en place une réassurance publique pour arriver à créer un certain nombre d'outils assurantiels qui n'existent pas aujourd'hui. Les éleveurs en France, je le dis devant Jean-Paul Émorine qui a été le maître d'œuvre de cette réassurance publique, ne disposent d'aucun outil assurantiel à ce jour. Et ils n'en disposent pas parce que, faute de réassurance publique, les assureurs privés ne veulent pas proposer d'instruments assurantiels pertinents. C'est parce que vous avez exigé la réassurance publique, insisté auprès de Bercy, auprès de Matignon, en interministériel, pour obtenir cette réassurance publique, qu'elle est désormais mise en place et qu'elle permettra la création d'outils assurantiels, y compris pour l'élevage, y compris pour les fourrages, permettant ainsi d'avoir une assurance dans l'ensemble des filières agricoles. C'est pour vous un véritable succès et c'est pour les agriculteurs une avancée majeure. Je pense également, mais je manque de temps malheureusement pour évoquer tous les débats que nous avons eus, je pense également aux débats très concrets et très passionnants que nous avons eus sur la reconnaissance de la truffe, sur la clairette de Die, sur les viandes d'Aubrac et de Salers en Lozère, cher Jacques Blanc, car j'aurais manqué à tous mes devoirs si je n'avais pas cité la Lozère en présence de Jacques Blanc. Tout cela confirme, mesdames et messieurs les sénateurs, que vous restez les meilleurs spécialistes du monde agricole. J'étais lundi au Conseil des ministres de l'Agriculture à Bruxelles. Et cette nouvelle réunion du Conseil des ministres de l'Agriculture à Bruxelles m'a confirmé dans mon idée que ce texte de loi n'est pas un achèvement, mais qu'il n'est qu'un début pour redonner un vrai élan à l'agriculture française. Les positions françaises sur la régulation européenne des marchés agricoles étaient, il y a moins d'un an, totalement isolées en Europe et suscitaient des réactions négatives de l'ensemble de nos partenaires européens et de la Commission européenne. Après un an de travail, après un an de discussion et de pédagogie, après un an de conviction, les positions françaises sur la régulation européenne des marchés agricoles sont le point d'équilibre des discussions en Europe sur l'agriculture. Le rapport Lyon, qui a été adopté par le Parlement européen, reprend mot pour mot les propositions formulées par la France et par l'Allemagne en juillet et en août dernier sur la régulation des marchés agricoles. Le rapport du groupe à haut niveau, qui a été remis lundi au Conseil des ministres de l'Agriculture, reprend mot pour mot les propositions françaises formulées en juillet et août dernier et reprend nombre de dispositions que vous avez votées dans le cadre de la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche. Je pense à la mise en place des contrats entre industriels et producteurs, qui est recommandée par la Commission européenne et par les États membres comme la solution pour la stabilisation du revenu des producteurs. Je pense à la transparence sur les volumes et sur les circuits commerciaux qui correspondent mot pour mot à ceux que vous avez choisis dans le cadre de la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche. Je pense au renforcement des organisations de producteurs, je pense au renforcement des interprofessions, je pense à la modification du droit de la concurrence pour permettre aux producteurs de mieux négocier leurs prix avec les industriels. Tout cela, vous l'avez voulu avec un temps d'avance sur les autres pays européens dans le cadre de la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche. C'est un vrai succès pour l'ensemble des représentants du peuple français. Ce texte de loi, une fois encore, n'est pas un achèvement, il est un début. Il devra se poursuivre par la mise en place de plans de développement des filières. Toutes les filières ont besoin de soutien pour se moderniser, pour innover, pour investir, pour se restructurer, pour être toujours plus compétitives, de façon à maintenir l'activité agricole sur l'ensemble du territoire. Je présenterai ces plans de développement à partir du mois de septembre prochain, concernant les filières du lait, les filières de l'élevage, puis les filières des fruits et légumes, puis les grandes cultures, de façon à accompagner chacune de ces filières dans les développements nécessaires. Je pense en deuxième lieu aux choix sur la politique agricole commune qui vont se dessiner d'ici la fin de l'année 2010. Nous avons, je viens de le dire, gagné en persuasion,
Nous avons fait de nos positions le point d'équilibre des discussions européennes. Il faut maintenant marquer l'essai, poursuivre nos efforts. Nous le ferons notamment en présentant une position commune franco-allemande au mois de septembre prochain. L'agriculture qui divise depuis 20 ans la France et l'Allemagne au plus haut niveau, l'agriculture qui a provoqué des crises politiques majeures entre la France et l'Allemagne depuis 20 ans, sera désormais un point d'entente entre nos deux pays. Et je pense enfin aux négociations internationales sur lesquelles il n'est pas question de baisser la garde. Nous ne pouvons pas accepter que l'agriculture soit la variable d'ajustement systématique des discussions internationales, que ce soit avec le Mercosur ou dans le cadre de l'OMC. Je voudrais terminer mon intervention et conclure pour vous redire tout le plaisir et tout l'honneur que cela a été pour moi de défendre ce texte devant vous. J'ai beaucoup appris de cette discussion et je tiens à vous en remercier. Mon dernier mot sera évidemment pour les agriculteurs et pour les pêcheurs de France, pour leur dire toute ma confiance dans leur avenir et dans leur talent. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Madame Marie-Agnès Labarre, au titre du groupe communiste républicain citoyen, sénateur du Parti de gauche. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, vous me permettrez de ne pas m'inscrire dans votre enthousiasme et d'apporter une autre tonalité à ce projet de loi. Comme vous le savez, je suis déjà intervenue dans cet hémicycle pour m'opposer à l'adoption de cette loi par le Sénat. Force est de constater que malgré quelques modifications à la marge, le texte qui est ressorti de l'Assemblée nationale participe de la même conception libérale de votre vision de l'agriculture, conception identique à celle de la Commission européenne, contrairement à ce que vous voulez nous faire croire. À ce titre, je voulais évoquer les négociations autour de l'accord économique et commercial global entre l'Union européenne et le Canada, accord négocié dans le dos des citoyens européens, alors qu'il aura des conséquences importantes sur leur quotidien et notamment sur l'agriculture. Il pourrait éliminer le droit des agriculteurs d'emmagasiner, de réutiliser et de vendre des semences. Il pourrait donner aux sociétés biotechnologiques, pharmaceutiques, de pesticides, de semences et de céréales de puissants nouveaux outils leur permettant de décider comment se fera l'agriculture et par qui. Voilà la vision libérale de l'agriculture, comme d'autres secteurs de la société selon l'Union européenne, vision que vous semblez partager. Au terme de l'examen à la vitesse grand V, puisqu'en aller simple, de ce projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche, la déception du monde agricole peut être grande. En n'acceptant aucun amendement fondamental à même de modifier la portée, certes limitée, de ce texte, la majorité présidentielle a choisi de verrouiller le débat sur les questions de fond. Rien sur les prix d'achat et les revenus des agriculteurs, rien sur la gestion de l'offre et de la régulation des marchés, rien sur le modèle agricole que la France affirmait porter au niveau communautaire et dans le cadre de négociations internationales. Pour nous, la loi de modernisation de l'agriculture aurait dû être l'occasion de réorienter rapidement et massivement l'agriculture vers des systèmes de production écologiquement responsables et permettant aux paysans de vivre décemment. Mais ces objectifs ne semblent pas être partagés par vous-même. Pire, le projet de loi propose une véritable restructuration globale de l'agriculture française au nom de l'entreprise et de la compétitivité. Ainsi, l'élimination des petits paysans devait être encore accélérée. Enfin, il existe encore de nombreux outils dans cette loi qui soit ne régleront rien aux problèmes des agriculteurs, soit les aggraveront. Monsieur le maire glorifie à cet effet la contractualisation qui, selon lui permettra d'assurer une rémunération à tous les agriculteurs. Au moment où la production agricole a besoin de régulation, de maîtrise des volumes produits, la contractualisation ne nous apparaît pas comme une solution aux crises agricoles actuelles. La contractualisation ne peut remplacer une politique agricole, la somme des contrats ne peut aboutir à la maîtrise des volumes et des prix, et nous allons vous le démontrer. Monsieur le ministre a affirmé dans cette Assemblée, je cite, « Nous assumons l'idée que la production alimentaire est décidée en fonction des consommateurs. Dans cette optique, nous abandonnons les quotas. »
Ainsi, en pleine crise financière, qui démontre l'inanité des discours des libéraux, voilà la solution que propose le gouvernement aux agriculteurs qui n'arrivent plus à vivre de leur travail. Le marché, toujours le marché, rien que le marché. Si la généralisation des contrats constitue en soi une bonne chose, elle ne peut en aucun cas garantir des prix rémunérateurs aux producteurs. Qu'est-ce qu'un contrat si ce n'est la simple transcription d'un rapport de force? Pas grand-chose de plus. Or, le rapport de force entre les producteurs et les industriels n'est pas, bien entendu, à l'avantage des premiers. Qui obligera la grande distribution à accepter des prix rémunérateurs pour les agriculteurs? Personne, et encore moins dans un contexte de marché structurellement excédentaire, du fait justement du démantèlement des politiques publiques de gestion des marchés et de maîtrise des productions. En effet, la volatilité des prix qui fragilise le monde paysan est une des conséquences de la suppression des outils de régulation des productions agricoles au niveau communautaire et national. C'est ce qu'admet d'ailleurs Monsieur le ministre à demi-mot quand il précise, et je le cite toujours, « La contractualisation, c'est indispensable, c'est la seule réponse à la volatilité des prix et une des conséquences de la suppression des quotas laitiers ». La misère sociale dans laquelle est plongée une grande partie de l'agriculture est bien une des conséquences des politiques de dérégulation de la Commission européenne. Que nous propose alors le gouvernement? Simplement d'accompagner ce démantèlement. En effet, loin de s'attaquer aux problèmes des paysans, la contractualisation, si elle ne se fait pas sur un volume régulé, va les aggraver. En cela, la situation de la production porcine est éclairante. Alors que les échanges au sein de cette filière sont contractualisés à près de 93%, les revenus des paysans se sont dégradés du fait de l'absence d'une régulation des volumes de production. Ceci est la conséquence de la situation d'excédent structurel que connaît la filière depuis 10 ans, avec un taux d'autosuffisance de 105 à 107%. Ainsi, la contractualisation, en cas de surproduction entretenue par les industriels, ne constitue en rien une véritable et ambitieuse politique agricole. Dès lors, la contractualisation généralisée par cette loi ne va pas renforcer le pouvoir des producteurs et ne va pas garantir une meilleure répartition de la valeur ajoutée en leur faveur. Un contrat individuel entre producteurs et industriels ne serait utile que s'il y a une maîtrise publique de la production et une négociation collective des prix sur la base des coûts de production, y compris du travail. Or, le gouvernement, soutenu en cela par la Commission européenne, ne souhaite pas aller dans ce sens au nom de la concurrence libre et non faussée. Ce sont donc les marchés qui font la pluie et le beau temps. Nous l'avons déjà vu lors de l'adoption du soi-disant plan anti-crise au niveau communautaire, où le seul indicateur pris en compte par les libéraux était le cours de la bourse. Un plan censé s'attaquer à la spéculation, acclamé par les marchés, quelle triste ironie. Pour l'agriculture, il s'agit de la même chose. Si la contractualisation permettait de rééquilibrer le rapport de force entre les producteurs et les acheteurs, assurant aux premiers des prix rémunérateurs, on peut imaginer que les industriels se seraient insurgés contre la loi. Jamais nous ne les avons entendus se plaindre, trop contents qu'ils étaient de voir la passivité du gouvernement. En effet, les industriels auront tendance à ne pas contractualiser tous les volumes pour se laisser un minimum de souplesse, et ce seront alors les paysans non contractualisés qui joueront le rôle de variable d'ajustement. On aboutira donc à une inévitable baisse des prix payés aux paysans. Seule la loi, porteuse de l'intérêt général, pourrait garantir un droit au revenu pour les paysans en interdisant la vente à perte, par exemple, et en fixant des prix minimums rémunérateurs. Et un prix contractualisé n'est pas un prix rémunérateur. Un autre outil est également mis en avant dans cette loi, le système assurantiel de l'article 9. Tout d'abord, faut-il le rappeler, un système assurantiel ne crée pas de richesse, mais répartit la richesse existante. Jamais donc il ne peut remplacer une politique publique et remédier à la stabilité des prix agricoles. Mais surtout, le système aujourd'hui proposé se résume ainsi. Beaucoup d'argent public au profit des compagnies d'assurance pour le bénéfice d'une minorité d'agriculteurs. Nous sommes dans la même logique d'élimination. Il y aura ceux qui pourront se payer de bonnes couvertures et ceux qui ne pourront pas et qui, en cas de problème, devront arrêter leur activité. Contre ces systèmes, notre groupe proposait un système mutualisé de garantie contre les aléas, mais cela a été rejeté par votre majorité. De plus, face à la conversion de terres agricoles en terres urbanisables de 50 à 70 000 hectares par an, face à la spéculation, aux difficultés d'installation, à la concentration foncière, l'absence de véritable volonté politique d'inverser la tendance est patente.
Malgré la création d'observatoires départementaux de la consommation des espaces agricoles, aucun objectif chiffré n'est fixé et pratiquement aucun dispositif nouveau n'est prévu. Il est bien envisagé la création d'une taxe sur les plus-values réalisées sur la vente de terrains agricoles devenus constructibles, mais le niveau de la taxe est totalement insuffisant pour lutter contre la spéculation foncière près des villes. Le taux marginal de taxation de la plus-value est de 10% dans le meilleur des cas, alors que le prix des terrains peut être multiplié par plus de 100 suite à leur classement en zone constructible. L'amendement du groupe CRCE-SPG qui proposait d'élever ce taux à 50% a été rejeté par la majorité et vous en porterez les conséquences. Voilà, j'ai relevé quelques outils mis en place par cette loi qui ne permettent pas de répondre aux enjeux agricoles, voire même les aggravent. Mais le projet de loi brille aussi par ses manques. Ainsi, alors que la majorité des paysans qui se tuent à la tâche, qui ne gagnent pas suffisamment pour vivre décemment, ce projet de loi n'intègre aucunement de volet social. Pourtant, parce que les agriculteurs qui sont de plus en plus précarisés se suicident plus que les autres professions. Le taux de suicide des agriculteurs exploitants est le plus élevé des catégories socio-professionnelles, à 32 pour 100 000 contre 28 pour 100 000 chez les ouvriers et 8 pour 100 000 chez les professions intellectuelles supérieures. Et que nous propose le gouvernement? Rien. J'ai déjà dit que le législateur aurait été inspiré d'instituer la règle des prix rémunérateurs afin de garantir à tous les agriculteurs un droit au revenu. Mais la loi aurait dû être le moment de s'attaquer au problème de l'accès au métier, au statut d'exploitant. L'accès au métier de paysan est conditionné à l'accès au statut social du chef d'exploitation. Celui-ci confère une reconnaissance de l'activité agricole de la personne et donne donc accès aux droits spécifiques des paysans. Le problème, c'est que l'accès au statut est conditionné à la direction d'une ferme, dont l'importance doit être au minimum d'une demi-SMI, surface minimum d'installation, et cette référence pose de nombreux problèmes. Notre groupe les a déjà évoqués, sans aucune réponse valable de votre part. Enfin, il est consternant de voir que cette loi ne mentionne nullement l'inscription du modèle agricole français au sein d'un environnement international, et particulièrement européen, surtout au vu de l'échéance de 2013 pour la PAC. Deux crises aujourd'hui démultiplient leurs effets. Premièrement, la crise écologique qui disqualifie notre modèle de développement économique basé sur le productivisme. Et deuxièmement, la crise économique causée par le néolibéralisme mondialisé qui a partout dérégulé les échanges. L'agriculture se trouve au confluent de ces deux crises et il devient urgent d'y répondre. Le modèle productiviste d'agriculture intensive doit laisser la place à une agriculture soucieuse de son environnement avec des productions relocalisées. De même, les crises successives que l'agriculture a connues ces dernières années, nous en avons eu encore l'exemple avec la crise du lait, montrent que les politiques de dérégulation initiées par l'OMC et soutenues par l'Union européenne doivent prendre fin. La France doit promouvoir au niveau communautaire la mise en œuvre de toutes les mesures permettant de garantir des prix rémunérateurs aux producteurs, par la mise en place d'un prix minimum indicatif européen pour chaque production, par l'activation de dispositions visant à appliquer le principe de préférence communautaire, par la politique douanière européenne garantissant que les produits importés soient fabriqués dans des conditions sociales et environnementales acceptables et soient payés un juste prix aux producteurs. De même, la France doit promouvoir au niveau communautaire la mise en œuvre de mécanismes de régulation, notamment le maintien ou la création de quotas pour certaines productions et l'activation en cas de crise exceptionnelle d'outils de stockage public de production agricole et alimentaire. Enfin, nous devons mettre en place les outils permettant une véritable planification de la transition écologique de l'agriculture. Nous devons tendre vers une agriculture beaucoup plus diversifiée, réintégrant activités agricoles et élevage, rapprochant les cycles du carbone et de l'azote, une agriculture relocalisée, autonome, valorisant la richesse potentielle des écosystèmes cultivés en lieu et place des systèmes basés sur l'usage intensif d'engrais chimiques, de pesticides et sur la motorisation à outrance. Une agriculture qui nous permettra donc de contribuer à la lutte contre le changement climatique, de diminuer l'utilisation de carbone fossile et des autres ressources non renouvelables, de produire des aliments de meilleure qualité, de protéger l'environnement des contaminations diverses et de restaurer la biodiversité. Mais ceci implique une agriculture plus intensive en travail et donc à la fois des prix rémunérateurs pour payer le travail agricole à son juste prix
et une véritable politique foncière, volontariste, permettant de stopper la course à l'agrandissement des exploitations, voire dans certaines régions d'inverser ce phénomène en facilitant l'installation d'agriculteurs. Une loi qui ne prendrait pas en compte l'ensemble des aspects que je viens d'évoquer ne résoudrait pas les enjeux auxquels l'agriculture du XXIe siècle doit répondre. Loin de moderniser la situation, cette loi ne fait que retarder la date où il nous faudra prendre des décisions drastiques pour réparer les dégâts sociaux et environnementaux du libéralisme et du modèle d'agriculture productiviste qui lui est lié. Dans ces conditions, les sénateurs du groupe CRCE-SPG voteront contre un texte de renoncement de ce gouvernement à une autre ambition agricole que celle que nous promet l'Union européenne. Nous voterons contre un texte muet sur les questions fondamentales des prix et des revenus, de l'installation, des pratiques agricoles, de la recherche et en recul sur les questions environnementales. Nous voterons contre un texte inquiétant au regard de l'état actuel de l'agriculture européenne et nationale, contre un texte qui tourne le dos aux enjeux alimentaires. Merci, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Jean Boyer pour l'Union centriste. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, Président de la Commission Affaires économiques, et je dirais simplement avocat de notre agriculture. Chers collègues, nous nous prononçons aujourd'hui, comme vous le savez, sur les conclusions de la Commission mixte paritaire relative au projet de loi de modernisation agricole. Le texte présenté par le gouvernement tend à répondre à l'urgence de la crise que traverse l'agriculture française. Depuis l'après-guerre, Monsieur le Ministre, vous étiez jeune, moi je suis un ancien agriculteur. L'agriculture traverse des péripéties successives. Elle a connu des mutations, des inquiétudes fondées. En 1955, chers collègues, il y avait 2 300 000 exploitations en France. Aujourd'hui, il en reste 580 000. On dénombrait 8 500 000 actifs, alors qu'aujourd'hui, ils sont 1 300 000. Le poids de l'agriculture dans le PIB était, chers collègues, de 12%. Aujourd'hui, il est de 2%. Par contre, il faut être objectif dans les informations, la part des subventions dans le RBE, revenu brut d'exploitation, était de 2%, c'est le président Fourcade. Aujourd'hui, comme vous le savez, il est de 80%. À cette époque, la mission principale de l'agriculture était de nourrir les hommes. Aujourd'hui, son rôle s'est ouvert, il s'est diversifié. Nous référer à une situation immédiate, c'est dire par exemple, Monsieur le Ministre, mais je le dirai dans ma conclusion, que vous êtes un homme, un ministre qui tient le langage de vérité. Le volume des exportations a diminué de 20% entre 2008 et 2009. Et également que le revenu des agriculteurs, particulièrement de certaines filiales, comme par exemple la filiale laitière, a baissé de près de 50%. Bref, l'agriculture française est devenue morose. Elle est inquiète. Parce que quand on regarde dans le lointain, on ne voit pas, je dirais, d'arc-en-ciel à l'horizon. Dans le contexte européen et mondial de cette jungle économique, sociale et parfois démagogique, il y a le vouloir, mais il y a aussi le manque de vérité entre l'association prix et qualité. Ce texte ne répond pas tout à fait aux défis que le monde agricole français doit relever. Mais, Monsieur le Ministre, peut-il le faire? Non. Parce que, aussi, la politique agricole n'est pas une politique franco-française. Elle est, au contraire, une des rares politiques où les décisions, le cadre et les subventions se décident au niveau européen. Or, le texte intervient à un moment où, justement, le bilan de santé de la PAC vient prendre fin et les contours de la PAC 2013 ne sont pas encore dessinés et de fortes incohérences subsistent.
Alors, Monsieur le ministre, il est facile à dire et difficile à faire. Ne fallait-il pas, dans cette période transitoire, innover? Mais comme je ne pense pas être un critiqueur de nature, je ne dirai rien là-dessus parce qu'il est plus difficile de construire que de critiquer. La crise agricole était l'occasion peut-être de soulever le paradoxe que l'on entend dans nos communes, dans nos pays, selon lequel il est absurde de vouloir conjuguer la défense du pouvoir d'achat et donc la pression à la baisse des prix de la consommation avec la garantie des revenus décents pour les producteurs de base, c'est-à-dire les agriculteurs. La loi répond à un ensemble de mesures diverses, dont beaucoup témoignent d'une nouvelle administration. Monsieur le ministre, je dis ça sans aucune démagogie, peut-être d'une suradministration de notre agriculture, où les complexités administratives sont, messieurs, dames, décourageantes, je dirais, sans polémique, parfois contradictoires. Toutefois, dans cette loi LMA, plusieurs points nous semblent importants, je dirais déterminants. Allez, j'en évoque un, les circuits courts. Très sincèrement, nous pensons que cette conception, devrait être positive, étant basée sur le bon sens, la transparence, la sécurité alimentaire, mais aussi sur la valorisation locale. Il faudra, Monsieur le ministre, qu'avec toutes les légalités souhaitées, on ne veut pas faire d'infraction, l'accès au marché des producteurs locaux puisse se réaliser afin de donner satisfaction à tout le monde. En France, c'est un peu le sentiment, Monsieur le ministre, de la France d'en bas. Peut-être elle a tort de penser ce langage. On veut souvent laver plus blanc que blanc. Dans l'alimentation, il faut certes avoir une rigidité, mais il ne faut pas qu'elle soit une disparité à la fois sanitaire et réglementaire. Un produit, chers collègues, qui a parcouru plus de 2000 kilomètres avant d'arriver dans l'assiette du consommateur, peut-il avoir, c'est une interrogation, Madame la collaboratrice du ministre, peut-il avoir les meilleures garanties qu'un produit transparent qui est constitué, qui est fabriqué à quelques dizaines de kilomètres? Autre point positif, Monsieur le ministre, l'Observatoire des prix. Dans le débat, j'étais intervenu pour dire que c'était une volonté très noble, mais que c'était très difficile à pouvoir trouver une transparence. Par exemple, Monsieur le ministre, entre un cochon, un porc, je ne veux pas faire les jeux de mots, fabriqué en Haute-Loire, qui se trouve à 1200 km de Bretagne, et un porc fabriqué en Bretagne, où l'aliment arrive à Brest ou ailleurs, et tant mieux pour eux, où il n'y a pas de surcoût de bâtiment d'élevage, où le transport de l'aliment donc est meilleur marché, où les abattoirs sont compétitifs, et celui qui est fabriqué, entre guillemets, dans un département, où il y a seulement 3500 tonnes de volume d'abattage dans ce département de la France rurale. Monsieur le ministre, il faut que j'accélère. Par respect, oh mais je connais votre forte personnalité, qui est basée sur une sérénité reconnue nationalement. Alors, autre point positif, donc, c'est l'Observatoire des prix. Alors, Daniel Dubois, qui n'est pas là ce soir, mais qui est un collègue bien connu au groupe de l'Union centriste et particulièrement du Nouveau Centre, a rappelé l'utilité de cet observatoire, qu'il se mesurera à sa capacité de rendre publique la liste des transformateurs et des distributeurs qui ne jouent pas le jeu dans la transparence des prix et des marges. Espérons, Monsieur le ministre, que l'efficacité de son action ne sera pas écornée par le fort encadrement de certaines procédures. En dehors de... Il faut que je regarde mon temps. Oh, pardon. En dehors de sa capacité de sanction, l'utilité de cet observatoire dépendra de la portée auprès des politiques, des professionnels et du public et des analyses et des recommandations. C'est ainsi, Monsieur le ministre, qu'il aura sa raison d'être. J'en viens désormais à la 4e mesure, mais Monsieur le ministre, depuis des mois, avec une sérénité qui vous personnalise, vous entendez ce message et vous l'avez partagé.
parce que vous avez la volonté de l'appliquer. Je viens désormais à la 4e mesure que l'on peut souligner dans ce texte, parce qu'elle est une réponse pratique à la distorsion de compétitivité. Il s'agit de l'assouplissement des seuils déclenchant les procédures d'autorisation des bâtiments d'élevage. Le groupe a proposé en vain une telle mesure, tout en la subordonnant à la mise en place d'un méthanisateur collectif afin de limiter l'augmentation des effluents. Le gouvernement, Monsieur le ministre, vous le savez plus que moi, j'ai seulement appris la semaine dernière, n'a finalement accepté cette mesure qu'à l'Assemblée nationale et nous nous en réjouissons. Alors que l'abattage des porcs français avait stagné pendant de nombreuses années, l'Allemagne connaissait une croissance de 35% en 10 ans. Espérons que cette mesure permette de rattraper notre compétitivité dans ce secteur. Aborder, Monsieur le ministre, le volet contractualisation, c'est le dire qu'elle constituera, je le pense, un point fort, même si les durées de contrat ne répondent pas à une efficacité pérenne. Enfin, sur le secteur de la pêche, c'est pas ma spécialité. Parce qu'Adrien Gauthieron le dirait, en Haute-Loire, les rivières sont tellement petites qu'il n'y a même plus de saumon. Alors, dans ce secteur de la pêche, il faut que je sois fidèle à Jean-Claude Merceron, qui a longtemps défendu ce dossier. Il permet, ce projet de loi, de mieux appréhender et de partager le diagnostic au niveau de la ressource pour rendre plus acceptables les décisions de restriction de la pêche. Mais de nombreux sujets, comme les outils financiers ou fiscaux, favorisent le renouvellement des flottes de pêche. Elles devraient faire l'objet d'une attention accrue du gouvernement, car le développement de l'agriculture et de la pêche dépend de ces innovations et de ces investissements. Finalement, comme nous l'avions souhaité en première lecture, cette loi manque, mais ce n'est pas facile, un peu d'ambition. Mais elle apporte, Monsieur le ministre, des avancées que nous souhaitons encourager. L'Union centriste votera, tous les membres, ce texte, parce qu'il ne faut pas seulement être responsable désespéré, mais il faut être responsable et actif. Pour l'heure, le sort de l'agriculture française, de sa compétitivité, de sa régulation, est entre les mains de la Commission européenne. Permettez-moi, Monsieur le ministre, en terminant, de m'interroger sur l'efficacité de notre politique européenne en faveur de l'agriculture française. Notre agriculture, dans ce contexte des 27, n'a-t-elle pas mangé, depuis quelques années, son pain blanc? Mais l'on n'a pas le droit, comme je viens de le dire, d'être responsable et désespéré, alors travaillons. Mais, Monsieur le ministre, ma question, puisqu'il en faut une pour que vous puissiez répondre. En France, il y a plusieurs agricultures. Il y a aussi l'agriculture de montagne. Et dans cet hémicycle, il y a Jean-Paul Amodry, qui actuellement ne m'écoute pas. Il y a Jacques Blanc, qui n'est pas là, mais qui est un défenseur de l'agriculture. Je ne l'ai pas vu, mais il ne m'écoute pas. Il y a bien sûr Adrien Gauthieron. Et il y a, Monsieur le ministre, dans les tribunes, Jean Digonnet, qui est trésorier de l'ANEM, qui sont là, pour cautionner que l'agriculture de montagne ne demande pas des privilèges, mais demande une parité. Alors, Monsieur le ministre, je termine, Mesdames, Messieurs, les collaborateurs éminents. Les agriculteurs apprécient, Monsieur le ministre, et je le dis sans démagogie. Vous savez, je dis ça, je suis gêné de le dire, j'étais sous-lieutenant à l'armée, et on avait noté franchise parfois trop cinglante. Alors aujourd'hui, avec l'âge, ma franchise s'est atténuée, mais elle reste vraie. Alors les agriculteurs apprécient beaucoup votre langage de vérité. Ils apprécient beaucoup votre regard objectif. Je dirais dans certains domaines votre regard social, dans une profession qui est ébranlée, mais qui, je crois, je peux le dire, n'a pas perdu l'essentiel, son idéal, son envie d'entreprendre, son amour de la profession. Pour cela, elle doit garder quelque chose de très fort, c'est l'espérance. Merci, Monsieur le ministre, de nous aider à la garder.